Salve et bienvenue dans cette dernière vidéo qui clôt le cycle sur la vie à Rome par un panorama de l'économie agricole de l'Empire. Bon, nous l'avons déjà vu, le succès de l'Empire romain se base sur trois facteurs. La croissance démographique, la croissance économique et la croissance urbaine. Néanmoins, pour 1. Alimenter la croissance urbaine via les riches propriétaires et 2. Nourrir une population croissante, il fallait avant tout une économie agricole solide, capable de faire des surplus alimentaires généreux. C'est la base, le premier étage de la puissance romaine. Bon, une pyramide, ça fait plus égyptien que romain, mais bon. L'économie agricole a donc été un grand succès pour Rome depuis ses débuts, et ce jusqu'environ la fin de la République. Les facteurs de succès de cette économie agricole se structurent comme 3 étages d'une fusée qui se sont progressivement mis en place. Le premier étage, c'est la diversification, et ce, dès le début de la République. Au début, on cultivait du blé. Alors en fait, on dit du blé de manière générique, mais c'est plutôt des céréales. D'ailleurs, à Rome, on mangeait surtout du pain d'orge. Bon, le blé, c'est très bien, c'est un aliment complet, mais c'est pas un aliment avec une forte valeur calorique par hectare, et en plus, ça demande vraiment de la bonne terre. Mais l'Italie, c'est montagneux, et l'étendue de bonne terre est en fait assez limitée. Donc les céréales, ça convenait bien au bon vieux modèle primitif du fermier romain autosubsistant des débuts, mais la culture du blé ne pouvait pas s'étendre indéfiniment et supporter une croissance démographique forte. Et c'est là qu'interviennent le vin et l'huile d'olive. Ils produisent 5 fois plus de calories à l'hectare que les céréales. Là, on commence à avoir des rendements intéressants. En plus, on peut utiliser les pâturages des montagnes italiennes pour faire de l'élevage, de porcs, de moutons, de chèvres, pour la viande et le fromage. Et ce, en non-concurrence avec les cultures. Voilà donc pour la diversification. Deuxièmement, la spécialisation et le commerce, à partir des guerres puniques. Très vite, le commerce méditerranéen est boosté par les conquêtes romaines et notamment par la mise au pas de la piraterie illyrienne. Illyrienne! Ah, c'est mieux. On a une sorte de Pax Romana sur la mer, et il est dès lors très facile de transporter des aliments par bateau sur tout le bassin méditerranéen. Du coup, comme dans l'économie mondialisée actuelle, les régions ont intérêt à se spécialiser. Rapidement donc, les provinces se spécialisent. Porc pour le Samnium et la Campanie, porc et vin pour la Lucanie, vin et bœuf pour le Bruttium. Rome est maline, elle garde pour l'Italie les produits à forte valeur ajoutée comme l'huile et le raisin, et elle délègue à ses provinces le blé, c'est-à-dire les commodités. Un peu comme les métropoles avec leurs colonies au XXe siècle. Exportation de matières premières contre commerce de produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Bref, la Sicile, puis l'Afrique du Nord, puis l'Égypte deviennent les greniers à blé de l'Italie. Le vin est si important pour l'économie romaine que Rome ira même jusqu'à interdire la culture du raisin en dehors d'Italie pour en garder le monopole. Bon, au final, la Gaule et l'Hispanie s'y mettront quand même. Et puis la Grèce fera également du vin, de l'huile d'olive et du bétail. Troisième facteur de succès, les effets d'échelle. Alors il y a le bon vieux modèle du fermier romain autosubsistant qui cultive ses 7 jugères pour se nourrir lui et sa famille. 7 jugères, c'est 2 hectares, c'est vraiment pas très grand. Bon, ça en termes d'efficacité, c'est nul. C'est primitif, c'est le niveau 0 de la gestion du risque et de la mutualisation. Il suffit qu'il y ait une mauvaise récolte et hop, tout le monde meurt. Du coup, on voit apparaître rapidement des villas qui cohabitent avec les petites fermes d'abord. Ces villas sont des grandes exploitations agricoles posées sur des voies de communication et qui produisent à l'export. Ce sont des exploitations agricoles industrielles et mondialisées et du coup, elles sont hyper compétitives et elles se mettent à sortir les petites fermes du marché. Un peu comme les petites exploitations porcines françaises aujourd'hui sont sorties du marché par les grosses exploitations porcines espagnoles. Ceci alimentera d'ailleurs l'exode rural dont on a parlé, les petits fermiers ruinés venant en ville et partant la croissance de l'économie urbaine. Cela provoquera hélas également une catastrophe écologique avec un déboisement massif de l'Italie. Avec l'Empire, la consolidation devient très forte et on voit apparaître les latifundia, qui sont de gigantesques villas qui ont gobé leurs voisines et qui emploient souvent des esclaves agricoles. Néanmoins, aux frontières, dans les territoires que l'on vient de conquérir, on continue d'avoir des petites fermes que l'on donne aux vétérans de la Légion pour leur retraite. Alors maintenant, on peut se poser la question de la poule et de l'œuf. Bon, j'ai pas de poule, mais bon. La puissance de Rome a-t-elle permis son succès agricole? Où en est-elle le résultat? Eh bien, en fait,
un peu les deux. On voit en effet un début de spécialisation et de diversification en Italie avant l'arrivée des Romains, notamment en Magna Graecia. Alors du coup après, les Romains ont un peu surfé sur ce trend pour bâtir leur empire, puis ils ont mis en place la paix romaine, les lois, la monnaie commune et les effets d'échelle qui leur ont permis en fait de créer un cercle vertueux pour booster ce système. Mais l'embryon du marché intégré existait déjà avant eux. Et là, on peut se poser la question géniale de la nécessité. On est au moins 400, on a ce marché méditerranéen qui commence à s'intégrer, à produire à l'export, etc. Devait-il y avoir un grand empire bâtissant sa puissance sur ce phénomène? Et si ça n'avait pas été Rome? Est-ce qu'une autre puissance, comme Carthage par exemple, aurait pu conquérir tout le bassin méditerranéen et remplacer Rome dans l'histoire telle qu'on la connaît? Si par exemple Hannibal avait pris sur un coup de dé Rome en moins 215, on n'est pas passé loin. Écrirait-on aujourd'hui en France, de droite à gauche, et on parlerait une langue sémitique issue du phénicien, dans une société empreinte du mode de vie carthaginois? Peut-être. En fait, on ne le saura jamais. Néanmoins, il faut se souvenir que l'histoire n'apparaît comme évidente qu'a posteriori, et qu'en fait, elle aurait parfaitement pu être très différente. Bon, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo pour évoquer la chute de Rome.